Le 17 mars, la France est confinée, les prisons aussi. Mais qu'en est-il des conditions de vie de ces 73 500 détenus depuis le début de la pandémie ? Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, L'Ombre et la Plume a décidé de vous parler de la gestion de la crise du Covid-19 dans le milieu pénitentiaire en France. La crise sanitaire a notamment remis sur la table la question de la surpopulation dans les prisons françaises, mais pas seulement. Les mesures prises pour contrer la pandémie ont touché tous les aspects de la vie des détenus, mais aussi de tout l'univers qui gravite autour de la prison. Pour rappeler les faits, il faut savoir qu'il y a déjà, au 5 novembre, 178 détenus qui sont testés positifs, alors qu'on est au cœur de la deuxième vague. Je pensais pas que les problèmes causés par le Covid, déjà on les voit partout nous dans nos vies, et j'avais pas spécialement réfléchi aux impacts que ça pouvait avoir dans les prisons. Ouais, des milieux clos où on n'a pas forcément accès en étant citoyen lambda. En y réfléchissant, tous les problèmes qui sont présents dans le milieu carcéral de base sont juste démultipliés avec le Covid, avec tout ce qui est pas possible, tout ce qui a été limité, tout ce qui est, enfin les parloirs qui ont été arrêtés à partir du 17 mars. On se rend pas compte, mais la vie des détenus aujourd'hui et de toutes les personnes qui les entourent sont énormément affectées par la crise et on n'y réfléchit pas forcément en étant citoyen lambda, mais... Oui, par exemple, le fait que l'alcool soit interdit dans les prisons, ça engendre le fait que les gels hydroalcooliques sont interdits. Enfin, de nos jours, on pourrait pas penser à sortir sur notre gel hydroalcoolique. Puis dès qu'on pense aux promenades, les douches collectives, les cabines téléphoniques, les interactions, elles sont super nombreuses en prison. Et les gestes barrières, ils sont souvent impossibles. Enfin, la désinfection, etc., qu'on voit partout en France, dans les sphères de la société banale, j'ai envie de dire. Public, oui, tout doit être désinfecté à chaque fois, à chaque passage, et c'est pas forcément faisable. Enfin, c'est impossible. Je pense que même avec toute la bonne volonté du monde, c'est impossible. Directement, on pense à la surpopulation, les risques de transmission qui sont augmentés parce que la distanciation physique, elle est impossible quand il y a des cas de surpopulation, ce qui est le cas en France. C'est ça, au 1er janvier 2020, concrètement, il y avait plus de 70 000 personnes détenues, alors qu'il y avait seulement 60 000 places opérationnelles. Enfin, il y a quand même 10 000 personnes qui sont détenues, alors qu'on n'a pas les capacités de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Avec par exemple la maison d'arrêt de Carcassonne qui affiche un taux d'occupation de 208%, ce qui est ahurissant. Ouais. Même s'il y a quand même pas mal de personnes qui ont été relâchées en avance avec le Covid. Du coup, le 17 mars, les prisons ont été confinées comme la France entière. Du coup, suspension des parloirs et de l'ensemble des activités. Dans celle de L'Ombre et la Plume, d'ailleurs, nos interventions ont été totalement interrompues du jour au lendemain. Sûr que personne ne pouvait prévoir un confinement général, mais ça a dû faire un choc pour tous les détenus. Pas forcément notre intervention, mais ça a vraiment été une perturbation, je pense, psychologique assez importante. Enfin, évidemment, l'isolement, l'ennui et toutes les perturbations psychologiques qui étaient présentes de base, encore une fois, tout ça a été démultiplié. Et à la fois les liens avec l'extérieur, c'est-à-dire les proches, par exemple, qui ramènent du linge propre, ça a été rendu impossible pendant des mois. Oui, et l'arrêt des parloirs, ça entraîne aussi un sevrage forcé, puisqu'il faut se l'avouer, c'est aussi l'occasion pour les détenus d'avoir accès aux drogues par les visites. Donc ça rajoute encore des problèmes qui sont déjà présents. En parlant d'isolement et du coup du lien entre les détenus et leurs proches qui sont à l'extérieur, certes, le ministère de la Justice, il a prévu un crédit téléphonique de 40 € par mois supplémentaire pour maintenir les liens, mais pour certains, il est très très vite consommé, surtout pour les communications outre-mer ou tout simplement à l'étranger, ça reste quelque chose.
Mais l'isolement, il reste quand même vraiment présent. Et c'est difficile de mettre des mesures en place pour minimiser l'isolement à la fois des détenus et de leurs proches. Dans un article de l'OIP qui date du 1er juillet, on a par exemple des détenus qui témoignent de comment ils essayent de pallier à cet isolement. On a des détenus qui renoncent au lien avec leurs proches, car c'est très difficile de se protéger du Covid avec par exemple les cabines téléphoniques. Il n'y a qu'une seule cabine téléphonique qui fonctionne, elle se trouve en promenade, et il n'y a pas du tout de mesures d'hygiène, le combiné n'est pas désinfecté après chaque appel. Le virus va donc très vite circuler, ça va être une catastrophe. Donc pour pallier à cet isolement, bien sûr, des initiatives ont été mises en place, par exemple des numéros verts par les aumôneries ou l'instauration d'une ligne dédiée par le défenseur des droits, donc c'est une institution indépendante de l'État, mais aussi des ouvertures de permanence téléphonique par les associations d'accès aux droits. Toutes ces initiatives, bien que de bonne volonté, remplacent pas un contact humain direct. Par exemple, il n'y a plus de rendez-vous avec les CPIP, donc conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et c'est aussi quand même les conseillers qui leur permettaient de se préparer à leur réinsertion après leur détention. Réinsertion qui a été accélérée pour un grand nombre de détenus avec la libération anticipée qui a été décidée en mars 2020. Qui a fait baisser la moyenne d'occupation de 119% à 103%. Toujours élevé, mais moins important. Ça reste une baisse, c'est cool. Ce qui pose le problème de la réinsertion pour ces détenus libérés en avance. Ça permet de pallier un problème assez important qui est la surpopulation, mais d'un autre côté, ça en crée... Enfin, peut-être pas en créer un supplémentaire, mais ça amène une difficulté supplémentaire qui est la préparation beaucoup moins importante des détenus à leur sortie. La réinsertion, c'est un processus, c'est une période qui est déjà très compliquée pour les détenus en moyenne, comme expliqué dans notre précédent épisode, avec un grand nombre de suicides, d'overdoses, un taux de mortalité qui est très élevé de base, et du coup... cette libération anticipée de détenus qui n'avaient pas encore pu préparer leur réinsertion, elle a entraîné... Oui, ils sont un peu lâchés dans la nature, sans filet de sécurité, et ce qui peut amener à des situations même plus critiques qu'autre chose. Ça amène à des situations problématiques parce que les efforts de réinsertion ont été moins élevés. Dans les problèmes communs de la réinsertion, on retrouve le lieu d'occupation à la sortie, qui est souvent inexistant, pas stable, et avec les organisations qui sont moins présentes, qui ont continué à œuvrer pendant ces derniers mois. Oui, les interactions avec les associations qui sont censées les aider sont déjà assez faibles d'habitude, et donc là elles sont inexistantes presque. Elles sont très très réduites, et du coup ce qui augmente directement le risque de récidive et tout simplement qui impacte la qualité de vie des détenus qui se retrouvent à sortir en plein milieu d'une pandémie. Parmi ce qui fait partie du processus de réinsertion, donc les formations, le travail, les ateliers, tout ça a été complètement arrêté, stoppé du jour au lendemain avec le confinement, et même après le confinement, les interactions avec l'extérieur sont énormément réduites. On se retrouve avec un processus de réinsertion qui est difficile parce qu'on a une libération anticipée, mais même les personnes qui étaient en plein processus de réinsertion, de préparation à leur réinsertion une fois que leur sortie arrive, tout ça a été mis en pause, dont le travail. Qui permettait de rythmer leur journée concrètement, et même de subvenir à leurs besoins, puisque les détenus sont payés pour travailler. Donc à la fois c'est des opportunités de formation, mais c'est aussi un moyen de faire rentrer de l'argent, de vivre à la fois pendant la détention, mais aussi à la sortie. D'ordre général, les prisons, elles doivent s'efforcer de proposer du travail aux détenus, mais elles sont pas non plus dans l'obligation ni d'en proposer, et les détenus sont pas non plus dans l'obligation de travailler en France. Oui, mais ça leur permet quand même d'avoir une certaine indépendance financière, ce qui peut être non négligeable, puisque d'avoir besoin d'apports financiers de la famille n'est pas forcément facile d'accès à tout le monde, à tous les détenus.
Donc ça, ouais. L'indépendance financière, elle est, encore une fois, très importante et un peu mise en pause avec le Covid et l'arrêt des activités. Ce qui représente une certaine perte de droits pour les détenus, d'indépendance et de perspective, encore une fois, pour la sortie. Parce que, en y réfléchissant, de mars à maintenant décembre 2020, même si les sommes, les salaires, enfin l'argent qui rentre pour les détenus reste minime, par rapport à la vie d'un travailleur basique. C'est ça. Ça fait quand même beaucoup d'argent accumulé qui n'est pas là. Oui, il faut savoir en plus que le coût de la vie est de minimum 200 € par mois pour les détenus, d'après l'OIP, ce qui est certes peu d'apparence. Le fait de travailler pour compenser partiellement les inégalités entre détenus et classes sociales, vu qu'il y a déjà beaucoup de privilèges en prison qui nécessitent de l'argent. Les télés, le téléphone, on en parlait tout à l'heure. Donc tout ça c'est mis en pause, encore une fois, et les inégalités sont encore une fois renforcées. Sachant que sans Covid, plus d'un détenu sur 4 est sans ressources. Donc on appelle la pauvreté carcérale un détenu qui vit avec moins de 50 € par mois. Plus évidemment, enfin ça on s'en rend tous compte dans notre vie quotidienne, mais le niveau de vie a quand même été affecté par la pandémie et les proches des détenus ont eux-mêmes vu leur niveau de vie diminuer avec le confinement, le manque d'activités. Il y a beaucoup d'activités, comme on le sait tous, qui n'ont pas repris. On voit une sorte de blocage des ressources un peu de tous les côtés pour les détenus, que ce soit eux-mêmes en prison, par le manque de possibilités de travailler, les activités qui sont suspendues, leurs proches qui eux-mêmes ont vu leur niveau de vie diminuer. On retrouve par exemple le témoignage de la compagne d'un détenu qui, mi-avril, parlait du coup des difficultés matérielles qu'elle rencontrait. Ça fait 4 semaines que je n'ai pas vu mon conjoint. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est encore plus difficile. Et ça va encore durer 1 mois, c'est très dur. Je viens d'être mise au chômage partiel. Je me demande si je pourrais continuer à lui envoyer l'argent que je lui envoie tous les mois. Le 14 octobre, une nouvelle stratégie sanitaire a été annoncée pour pallier à la deuxième vague, avec des mesures adaptées en fonction de la situation sanitaire, du département ou une présence de clusters par exemple. Sachant qu'on considère qu'il y a un cluster en prison quand 3 personnes sont contaminées. Et justement, quand les clusters sont détectés ou qu'il s'agit d'une zone d'alerte maximale, le port du masque devient obligatoire pour les détenus dès la sortie de leur cellule. Et dans les autres cas, cette obligation est laissée à l'appréciation de chaque directeur pénitentiaire. Les activités collectives peuvent également être limitées ou suspendues. Tout dépend de la décision de la direction, mais les parloirs restent tout de même maintenus pour éviter une cassure comme elle avait pu se produire au premier confinement. Donc on voit quand même une évolution au niveau des mesures par du coup cette nouvelle stratégie assez marquante qui a été annoncée le 14 octobre. On voit aussi la création d'anneaux sanitaires dans les établissements qui sont le plus fortement touchés, ce qui représente le confinement des détenus positifs ou présentant des symptômes. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Ça reste inédit, la création de ces anneaux sanitaires pour pallier à la deuxième vague. Oui, et il faut savoir quand même que pendant la première vague, les masques étaient d'abord interdits, ce qui nous paraît maintenant complètement aberrant, et qu'il a ensuite été obligatoire pendant 14 jours pour les nouveaux arrivants qui étaient isolés et testés après 7 jours. Mais c'était aussi le cas pour le retour, par exemple, des permissions de sortie. Oui, à partir du moment où on avait un contact avec l'extérieur. Du coup, on se pose la question quand même aujourd'hui, en sachant que le masque, il est obligatoire dans tous les espaces clos publics en France. Et même pas les clos, même dans la rue, on doit se balader avec notre masque. Est-ce qu'il est devenu obligatoire, au moins dans les espaces communs en prison ? Et la réponse est, il n'a toujours pas été généralisé. L'OIP réclame la généralisation du coup de son port. Ça reste du coup le seul lieu clos où le port du masque n'a pas été rendu systématiquement obligatoire, comme il l'a été en juillet partout en France. Ce qui nous semblerait logique, et c'est pour ça que de nombreuses organisations et différents acteurs militent pour cette obligation, et donc diminuer les risques pour les détenus. On remarque
une nette évolution des mesures entre la première et la deuxième vague et un apprentissage de la part du gouvernement et des administrations pénitentiaires pour pallier au mieux à la crise au sein des prisons. Oui, on n'a plus eu le temps de réfléchir à la situation puisque en mars, pendant la première vague, tout le monde a dû s'adapter en très peu de temps, alors que là, on a pu avoir une petite marge afin d'améliorer ce qu'on avait déjà fait auparavant. On réfléchit quand même à tirer les enseignements de la gestion de cette crise. On a remarqué des initiatives sur à peu près tout le territoire français et une certaine ouverture de la part des établissements pour limiter l'isolement des détenus et donc permettre la communication avec l'extérieur malgré le contexte qui, encore une fois, va durer on ne sait pas combien de temps. Et on a aussi une question des actions collectives qui sont interdites encore aujourd'hui de la part des détenus. Et ces actions collectives qui pourraient permettre un certain dialogue avec les administrations pour gérer cette crise, encore une fois, qui est inédite, et histoire de co-gérer d'une certaine manière une telle situation et les mesures les plus adaptées à prendre. Après, il faut savoir que certaines mesures ont déjà été mises en place et sont efficaces. Par exemple, pour permettre le maintien des liens avec l'extérieur, qui a été quand même pas mal mise à mal par la suspension des parloirs. Le fait de laisser un message à l'attention d'un proche détenu a été mis en place et mériterait d'être pérennisé puisque c'est un dispositif qui permet une distanciation sociale et de garder un contact avec ses proches. Et qui va tout simplement vers... qui est logique aussi en 2020 et de ne pas devoir se déplacer physiquement jusqu'à un établissement pénitentiaire pour communiquer autrement qu'avec le téléphone, évidemment, avec un proche détenu. Oui, c'est ça. Et on pourrait donc s'interroger sur l'accès à Internet qui peut être utile pour les appels en visio, qui sont largement utilisés actuellement, que ce soit pour les réunions, les cours à distance. Et donc cette technologie pourrait être mise en place pour les visites des familles, mais aussi les rendez-vous médicaux. Qui ne nécessitent pas forcément un contact physique, qui ne nécessitent pas forcément d'examination, d'examen. C'est ça. Et en plus, certains pays ont déjà permis la visioconférence pour les visites, ce qui, encore une fois, du coup, en France aujourd'hui... Donc pourquoi pas nous ? C'est ça. C'est quelque chose qui a été envisagé et même mis en place ailleurs. Donc c'est quelque chose auquel les administrations... C'est une piste qui devrait être explorée. Et pendant cette période assez festive, l'administration pénitentiaire française a accepté, il y a quelques jours, la livraison de colis de Noël. Des proches vers les détenus. Donc la seule restriction est l'absence de produits frais, puisque ces colis vont être stockés pendant 24 heures pour éviter tout risque de transmission du virus. Mais c'est une initiative qui mérite d'être saluée et qui reste dans l'esprit de Noël. Merci pour votre écoute du 4e épisode de La Voix de l'Ombre. Nous vous remercions de votre soutien et vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur les plateformes de streaming pour être prévenus du prochain épisode. Vous pouvez également consulter le site de l'Ombre et la Plume pour en apprendre plus sur nos initiatives.